Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer avec l'anatomie régionale du membre supérieur. Et nous avons un petit plan ici. Donc, nous avons l'épaule, le squelette, les articulations et les muscles. Alors, l'épaule, c'est quoi? C'est la région du membre supérieur attaché au tronc. Et les éléments qui le constituent, c'est la clavicule et la scapula qui ont formé la ceinture scapulaire et la partie proximale de l'humérus. Okay? Les muscles superficiels de l'épaule sont représentés par le trapèze et le deltoïde qui ensemble forment une chape musculaire qui entoure la partie latérale de l'épaule. Ces muscles relient respectivement la scapula, la clavicule, au tronc et au bras. Je vais rappeler que l'épaule, la ceinture scapulaire, elle est beaucoup plus mobile que la ceinture pelvienne. Et c'est pour cela que justement, et, la ceinture scapulaire est faite surtout de muscles. Il y a bien des os, mais c'est surtout des muscles. Donc, on va continuer avec la clavicule, le squelette, la clavicule. Donc, la clavicule, c'est le seul os rattachant le tronc au membre supérieur. C'est un os palpable dans l'intégralité de sa longueur. Alors, pour mettre une petite parenthèse ou une petite parenthèse en bas de ça, il y a un tas de filles qui pensent que parce qu'on voit bien leur clavicule, c'est un signe de maigreur. Ce n'est pas réellement vrai. Si vous avez clavicule, ça veut dire que tu n'es pas sportif, tu n'as pas développé les muscles de l'épaule. Ça peut être un signe de maigreur, mais dans ce cas-là, il faut qu'il s'accompagne d'autres signes comme on doit voir distinctement l'angle du sternum, on doit voir distinctement les côtes. Donc, les déguidons, les guidons bécanins, c'est pas obligatoirement un signe de maigreur. Donc, on continue. Notre clavicule a la forme d'un S, comme on le voit, avec un segment médial et un segment latéral. OK? Le segment médial, il est à convexité, segment médial à convexité antérieure, tandis que le segment latéral est à concavité antérieure. Je rappelle, convexité, ça veut dire que c'est une bosse, concavité, c'est un creux. La partie acromiale latérale de la clavicule, ici, elle est plate, comme on le voit sur une vue de profil. Okay? Euh, Tandis que la partie sternale, médiale, est beaucoup plus volumineuse et a une forme grossièrement quadrangulaire. Autrement dit, il va avoir 4 côtés. L'extrémité acromiale de la clavicule possède une petite facette articulaire pour s'articuler avec une facette identique au bord médial de l'acromion de la scapula. La partie sternale a une facette articulaire que l'on peut voir ici, plus large pour s'articuler avec le malleolum sternal et le premier cartilage costal. Maintenant, la face inférieure de la clavicule, du tiers latéral, c'est ce qu'on a ici. On a montré qu'une partie de la face inférieure de la clavicule. La face inférieure du tiers latéral de la clavicule possède une tubérosité bien palpable qu'on appelle le tubercule colnoïde. Une saillie rugueuse, la ligne trapézoïde, pour l'insertion de l'important ligament coraco-claviculaire. Jean-Noël coraco-claviculaire, ça va donc relier le processus coracoïde avec la clavicule. De plus, les faces et les bords de la clavicule sont rugueux et permettent l'insertion des muscles qui joignent la clavicule au tronc, au cou et au membre supérieur. La face supérieure est plutôt lisse, est beaucoup plus lisse que la face inférieure. Ensuite, deuxième os qui constitue le squelette de la ceinture scapulaire, c'est la scapula.
La scapula, c'est un grand os plat et triangulaire. Il aura donc 3 angles. Un angle supérieur, un angle inférieur et un angle latéral. Il y aura 2 faces. Okay. Une face antérieure qui, comme elle est en rapport avec les côtes, on va l'appeler face costale, et une face postérieure. Ensuite, on va retrouver 3 processus. L'acromion ici, l'acromion, okay. L'épine de l'omoplate se prolonge par l'acromion. Et en avant, on va voir le processus coracoïde. L'angle latéral de la scapula présente une cavité peu profonde qui a grossièrement la forme d'une virgule. Et dans Rouvier, on dit que c'est une forme ovoïde. Là, on dit que c'est la forme grossièrement d'une virgule. Peut-être une virgule tête en bas, même pas où elle semble une virgule. OK? Donc, une cavité peu profonde qui a grossièrement la forme d'une virgule, et on va l'appeler la cavité glénoïdale. Elle va s'articuler avec la tête de l'humérus et forme l'articulation, donc, gléno-humérale. Une face triangulaire rugueuse, le tubercule infraglénoïdal, se trouve à la partie inférieure de la cavité glénoïdale. Ce site d'insertion, c'est le site d'insertion du chef-long du muscle triceps brachial, tandis que le tubercule supra veut dire au-dessus, infra veut dire en dessous. Donc, le tubercule supraglénoïdal, moins marqué, est localisé à la partie supérieure de la cavité glénoïdale, ici. Sur ce tubercule va s'insérer le chef-long du muscle biceps brachial après avoir contourné la tête humérale. On verra ça quand on verra ce muscle. Ensuite, on aura une épine proéminente séparant ici la face postérieure en 2 parties. La partie qui est au-dessus, supérieure, donc plus petite, sera la fosse au-dessus de l'épine, donc supra-épineuse, tandis que celle qui est en dessous de l'épine va s'appeler la fosse infra-épineuse. L'acromion, comme je l'avais dit, est le prolongement latéral, antérolatéral de l'épine qui s'étend au-dessus de l'articulation. Elle va donc s'étendre au-dessus de l'articulation gléno-humérale. Et s'articule, alors l'acromion, pardon, est au-dessus de l'articulation gléno-humérale et va s'articuler avec une petite facette ovale qu'on avait vue au niveau de la clavicule. Petite facette ici, la voici. Cette facette, la clavicule sera ici. Et la région entre l'angle latéral de la scapula et l'insertion de l'épine, la scapula est la grande incisure scapulaire. OK, donc c'est ici que ça va passer. La grande incisure scapulaire, qu'on appelle encore échancrure spino-glénoïdale, donc entre l'épine et la cavité glénoïdale. À l'inverse de la face postérieure, la face costale de la scapula est plate. Il n'y a pas d'épine. Et elle se caractérise par une concavité, c'est-à-dire un creux. Et ce creux-là, cette concavité, on va l'appeler la fosse scapulaire. Elle est peu profonde sur toute son étendue. Sur la face costale et sur ses bords s'insèrent des muscles, notamment le muscle subscapulaire. La face costale de la scapula, se meut librement sur la paroi sous-jacente. Quand on verra les mouvements de la scapula, on verra que bon,
j'avais déjà un petit peu anticipé dans la vue globale, que la scapula va glisser sur le grille costal. Le bord latéral de la scapula est dur et épais pour l'insertion des muscles. On voit bien le bord latéral qui est beaucoup plus épais. Tandis que le bord médial, là, et le bord supérieur sont plutôt fins et étroits. Le bord supérieur est marqué par l'incisure. Le bord supérieur est marqué à ses extrémités par le processus ici, le bord supérieur à ses extrémités est marqué par le processus coracoïde, structure en forme de crochet, ou vient dire en forme de droit semi-fléchi. On peut faire la forme du droit semi-fléchi, qui se projette en avant et latéralement et se situe juste au-dessus de la partie latérale, juste en dessous de la partie latérale de la clavicule. Et c'est là justement que le ligament coraco-claviculaire va venir se fixer. Ensuite, une petite incisure. On a donc le processus au niveau du bord supérieur. Il y a le processus et une petite incisure qu'on appelle l'incisure suprascapulaire qui se trouve immédiatement à la partie médiale. Donc, partie médiale, partie latérale ici. À la partie médiale du processus coracoïde. L'épine et l'acromion peuvent être facilement, donc, et la peut être facilement palpée chez les patients, de même que la pointe du processus coracoïde. L'angle inférieur et une grande partie, inférieur ici, une grande partie du bord médial, de la scapula. Il y a même des personnes chez qui on peut rentrer la main entre la scapula et le dos. Autre os faisant partie de la ceinture scapulaire, c'est la partie proximale de l'humérus. La partie proximale de l'humérus comprend donc la tête, qui est séparée de la diaphyse par le col anatomique. Et on va retrouver deux tubercules, le tubercule majeur et le tubercule mineur. OK? Et en dessous, on va retrouver une partie amincie que l'on va appeler le col chirurgical. Okay? Et en dessous du col, vous avez une partie de la diaphyse. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le col chirurgical? C'est parce que le col anatomique, un col anatomique relie la tête au corps. Ça, c'est une partie amincie. Et on peut considérer que ça, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus. Ça relie l'extrémité supérieure de l'humérus au corps. Donc, comme ce n'est pas un vrai col dans la définition propre, c'est ça qu'on appelle le col chirurgical. On l'appelle le col chirurgical aussi parce qu'on verra plus tard qu'il est le siège, c'est une zone de faiblesse et qui est le siège justement des fractures. Maintenant, chaque partie, on va la voir à part. On les a cités, on les voit à part. Donc, la tête a une forme de demi-sphère qui regarde médialement, mais aussi en haut. Et elle s'articule avec la cavité clénoïdale de la scapula, qui est un calibre plus réduit. Après la tête, nous avons donc le col anatomique qui est très court, alors que pour le fémur, c'est long. Le col anatomique qui est très court et il est formé par un rétrécissement juste après la tête. Il s'étend donc entre la tête et les tubercules majeurs et mineurs, mais aussi entre la tête et cette partie-là qui est
diaphyse et qui se trouve donc plus médialement. Donc, le col sépare la tête, tubercule mineur, tubercule majeur et du reste de la diaphyse. Les tubercules mineurs et majeurs. OK? Ils ont des faces proéminentes au niveau de la partie proximale de l'humérus. Ils sont le siège de l'insertion de 4 muscles de la coiffe des rotateurs de l'articulation gléno-humérale. On verra que pour empêcher la tête de se luxer, les muscles vont essayer de former une espèce de coiffe. On appelle la coiffe des rotateurs. Et tubercule majeur, l'hypigo, pour qui ça? Parce qu'il y a beaucoup plus de muscles à s'attacher dessus. On verra que pour le tubercule mineur, il n'y a que le subscapulaire à s'attacher. C'est ça que le petit. Se rappeler que les reliefs que l'on trouve au niveau des os, le plus souvent, sont dus à des insertions musculaires qui tirent dessus. OK? Donc, ils sont le siège de 4 muscles de la coiffe. Le tubercule majeur, il est donc latéral. Si vous voulez bien orienter le schéma, se rappeler que la tête est médiale. Donc, le tubercule majeur, c'est la tubérosité qui est la plus latérale. Ses faces postérieures, ici, et supérieures, là, présentent 3 grandes facettes où s'insèrent les tendons des muscles suivants. OK? Donc, la facette supérieure, c'est pour le supraépineux, la facette moyenne, c'est pour l'infraépineux, et la facette inférieure, c'est pour le petit rond. Puisque le tubercule mineur, il est antérieur, et aussi on peut dire médial. Sa face est marquée par une grande zone d'insertion destinée aux muscles subscapulaires. Donc, nous avons donc ici, de tout profiter, noter les 4 muscles qui s'insèrent sur l'extrémité supérieure, 3 au niveau du tubercule majeur, supraépineux, infraépineux, petit rond, et un seul au niveau du tubercule mineur, c'est le muscle subscapulaire. Alors, ces 2 tubercules se prolongent par un sillon qu'on appelle le sillon bicipital ou encore sillon intertuberculaire profond. Et il se prolonge en bas sur sa partie proximale, sur la partie proximale de la diaphyse. Le tendon du chef long du biceps brachial passe dans ce sillon-là pour aller s'insérer au niveau de la facette supraglénoïdale que l'on avait vue au niveau de la scapula. Okay? Et ce sillon-là a donc des lèvres rugueuses. Okay? Et ces lèvres rugueuses, latérales et médiales, comportent 3 parties, latérale, médiale et le plancher. Okay? Bon, c'est une vue d'esprit, il y a 3 parties. Une partie qui monte là, une partie qui monte là, qui creux. Creux, c'est plancher, ça c'est berge médiale, ça c'est berge latérale. OK? Et le plancher. Ils sont respectivement l'insertion des muscles grand pectoral, grand rond et grand dorsal. La lèvre latérale du sillon intertuberculaire. OK? Ici, elle est donc beaucoup plus longue. OK? Elle va se continuer par la tubérosité deltoïdienne en forme de V sur la face latérale. On voit bien en forme de V ici. Sur la face latérale de l'humérus à la moitié de la diaphyse. Donc, vous allez lever deltoïdien. Pourquoi? Parce que ça correspond à l'insertion du muscle deltoïde sur l'humérus. Approximativement, au même niveau, mais plus médialement, on va trouver un sillon étroit où s'insère le muscle coraco-brachial. Maintenant, on a allé pour le col chirurgical, celui qui fait vivre les orthopédistes. Le col chirurgical est une des plus importantes structures de l'humérus. Cette région est orientée dans le plan horizontal entre l'expansion proximale de l'humérus, tête col anatomique,
et tubercule. Donc, on va parler d'extrémité supérieure. Il préfère parler d'expansion proximale de l'humérus. Donc, tout ça, on va appeler ça expansion proximale de l'humérus. Et ça, la diaphyse. Le nerf axillaire et l'artère circonflexe se rappelle circonflexe, ce qui veut dire faire le tour de. Donc, le nerf axillaire et l'artère circonflexe humérale postérieure, en passant de la fosse axillaire à la région deltoïdienne, sont situés juste en arrière du col chirurgical. Le col chirurgical est une région plus fragile que la partie plus proximale de l'humérus. C'est un site fréquent de fracture. L'association des lésions nerveuses du nerf axillaire et artérière, artère circonflexe humérale, est possible. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas vu. Ça demeure possible. On y va maintenant pour les articulations. Nous avons l'articulation du sternoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire et le big one, l'articulation gléno-humérale. Donc, les trois articulations de l'épaule sont l'articulation sternoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire, l'articulation gléno-humérale. Les articulations sternoclaviculaires et acromioclaviculaires lient les deux os à la ceinture scapulaire entre eux et au tronc. Les mouvements combinés au niveau de ces deux articulations permettent à la scapula de se mobiliser avec une grande facilité contre la paroi thoracique. Cette possibilité de mouvement augmente de façon substantielle la mobilité du membre supérieur. Par contre, si nous rappelons ça, donc ces deux articulations vont permettre les mouvements de la clavicule et de la scapula, et globalement, on dit les mouvements du moignon de l'épaule. Vous songez, le moignon de l'épaule. On a vu ça au dernier cours. L'articulation gléno-humérale est l'articulation entre l'humérus du bras et de la scapula. On a vu un petit peu globalement, on va rentrer dans les détails. Articulation sternoclaviculaire. Okay? Donc, entre le sternum et la clavicule. Est située entre la partie proximale de la clavicule et l'incisure claviculaire du manubrium sternum, avec une petite participation du premier, ici, du premier cartilage costal. C'est une articulation synoviale, donc c'est une articulation mobile, qui comporte donc une capsule articulaire qui est doublée à l'intérieur d'une membrane synoviale. Okay? Cavité articulaire et tout ça, ça va renfermer une cavité articulaire qui est en forme de selle. Okay? Donc, l'articulation est en forme de selle. La cavité articulaire est séparée en deux compartiments par un disque articulaire. Le disque articulaire, c'est ce que vous voyez qui est en bleu pâle. Okay? Donc, en bleu pâle, c'est le disque articulaire. En bleu foncé, ce sont les cartilages. Naturellement, marron, c'est l'os. OK? Donc, cette cavité, elle est séparée en deux compartiments par un disque articulaire. L'articulation sternoclaviculaire permet les mouvements de la clavicule, principalement dans les plans antéro-postérieur et vertical. Le plan antéro-postérieur, ça va permettre de faire l'intéversion et la rétroversion. Plan vertical, ça va permettre de faire les mouvements d'élévation et d'abaissement. Les petits mouvements de rotation sont possibles, mais oui et non, il y a des gens qui, jusqu'à présent, les orthopédistes se battent pour ça. Parce que ces petits mouvements, on peut les voir sur un cadavre, mais on ne sait pas si dans le vivant, s'ils se font réels. De toute façon, je ne pense pas qu'on a trouvé des muscles qui pourraient faire justement cette rotation. L'articulation sternoclaviculaire est entourée d'une capsule, comme je l'avais dit, qui est renforcée par 4 ligaments. Donc, les ligaments, ce sont les renforts capsulaires. Les ligaments sternoclaviculaires, donc entre le sternum et la clavicule, antérieur, et si on l'appelle antérieur, c'est qu'il y a un postérieur. Ils sont localisés respectivement en avant et en arrière de l'articulation. Ensuite,
Entre les deux clavicules, vous avez le ligament interclaviculaire qui relie les deux parties proximales des clavicules entre elles et la face supérieure du manubrium sternal. Ensuite, vous avez le ligament costoclaviculaire, okay, qui va se retrouver entre la partie proximale de la clavicule et la première côte et le cartilage costal. Donc, costoclaviculaire, partie avec la côte et partie avec le cartilage costal. Donc, ça, c'est pour l'articulation sternoclaviculaire. Ensuite, nous avons articulation acromioclaviculaire. Okay? Est une petite articulation, elle aussi synoviale. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver capsule, cavité articulaire, les deux surfaces recouvertes de cartilage et elle est mobile. Donc, articulation synoviale entre une facette ovale sur le bord médial de l'acromio, on se rappelle, et une facette similaire sur la partie acromiale de la clavicule. Cette articulation permet des mouvements dans les plans simplement vers les plans verticaux et antéro-postérieurs, mais qui sont tout petits. Et on revient avec des mouvements de rotation. Donc, l'articulation acromioclaviculaire est entourée par une capsule articulaire et elle-même est renforcée par le ligament. Elle est renforcée par un petit ligament acromioclaviculaire supérieur, ici, sur la face dorsale de l'articulation, étendue de la clavicule acro. Ensuite, nous avons un ligament coracoclaviculaire qui va, ce sont des ligaments à distance, parce qu'on ne les retrouve pas réellement au niveau de l'articulation. Le ligament coracoclaviculaire qui va avoir deux parties. OK? Il permet à la clavicule de supporter le poids du membre supérieur et de maintenir la position de la clavicule par rapport à la côte. Il est situé entre le processus coracoïde de la scapula et la face inférieure de la partie distale, okay, de l'acromion. Il comprend un ligament trapézoïde antérieur, je vous montre ça ici, OK? Donc, un ligament trapézoïde antérieur attaché à la ligne trapézoïdale de la clavicule au niveau du tiers latéral de la face inférieure de la clavicule et un ligament conoïde postérieur, ici, okay, attaché au tubercule conoïde de la clavicule. Et l'articulation gléno-humérale que on va voir dans une autre diapositive, dans une autre vidéo, parce que je ne veux pas que ça fasse trop long. OK, donc au revoir, à la prochaine vidéo.